C'est mercredi, c'est Women in Tech dans le podcast AWS en français. Dans l'épisode de cette semaine, on parle de financement de start-up par le prisme du genre, avec du Gender Lens VC Venture Capital. C'est plein de buzzwords, mais on vous explique tout ça. Le podcast AWS en français. Sébastien Stormac. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast AWS en français. Vous le savez, un mercredi sur deux, nous parlons diversité, équité, inclusion avec le volet Women in Tech d'AWS. Et je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui m'aident à préparer ces épisodes. Sarah, Nasma, Cécile pour ces épisodes. Cet épisode-ci qui va faire le lien avec celui d'il y a 2 semaines d'ailleurs. Il y a 2 semaines, on avait reçu Marie et Dasha qui parlaient de Sista, l'association Sista qui vise à promouvoir l'entrepreneuriat auprès des femmes notamment. Eh bien, dans la continuité de cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Tatiana Jama. C'est toi qui as cofondé cette association dont on parlait il y a 2 semaines avec Marie, qui la préside maintenant. Et suite à cette expérience, tu as étendu ton expérience au monde des VC, du financement des startups en créant Sista Fund. Tu vas nous expliquer tout ça. Merci d'être là, Tatiana. C'était quoi ton constat de départ? Pourquoi tu t'engages dans l'investissement des startups et spécialement des startups dirigées par des femmes ou fondées par des femmes? Merci Sébastien, je suis très heureuse d'être là. Merci pour cette invitation. Bonjour à toutes et à tous. Moi, j'ai été entrepreneur pendant 15 ans et j'ai cru pendant longtemps que tout allait bien dans le meilleur des mondes parce que avec mon associé qui était une femme, on est sorti d'école, on a incubé notre première société. Quelques mois après, on l'a vendue à une filiale d'Amazon, Living Social, qui était à l'époque le grand concurrent de Groupon. Et je ne sais pas si tu te souviens, mais c'était l'époque des achats groupés. L'idée était d'acheter quelque chose moins cher sur Internet pour aller le consommer dans le monde physique. Bref. Et donc, en fait, on a monté avec Lara Roires, donc mon associé pendant 15 ans, 3 sociétés. On a levé des fonds, on a vendu une société. Donc, moi, je pensais que tout allait bien dans le meilleur des mondes et qu'être une femme entrepreneur, c'était finalement avoir les mêmes chances que nos camarades hommes entrepreneurs. Et en 2018, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus au sujet des femmes entrepreneurs parce que j'ai intégré le Conseil national du numérique. On a fait un groupe de travail qui s'appelait Accélération des femmes entrepreneurs. Et à partir de là, j'ai commencé à compter. J'ai commencé à compter pour que les femmes comptent, qui est devenu notre slogan. Et en comptant, on a réalisé que sur les 10 dernières années, il y avait seulement 2% de l'argent du venture qui était allé à des femmes entrepreneurs. Donc, ça veut dire que le venture, c'est l'argent qui finance l'innovation. Et sur l'ensemble de l'argent qui finance l'innovation, il n'y avait que 2% de ce montant qui était allé à des équipes féminines. Parce qu'il y a moins de cofondatrices, 2% parce qu'elles vont moins demander ou parce qu'il y a un biais du côté des investisseurs? Justement, c'est toute la question autour de ce chiffre qui est assez terrible parce que on parle souvent de problèmes de mixité en entreprise, mais on est sur des chiffres autour de 20-30%, alors que là, on est sur une proportion qui est absolument ridicule. Alors que contrairement à ce qu'on pense, ça n'a rien à voir avec le nombre de femmes qui lancent des sociétés, puisqu'il y a à peu près 30% de femmes qui lancent des sociétés avec d'autres femmes qui constituent des équipes 100% féminines, mais aussi des femmes qui entreprennent avec des hommes, ce qu'on appelle des équipes mixtes. Donc il y a un peu 3 grandes catégories d'équipes: les équipes 100% féminines, les équipes 100% masculines et des équipes gender balance, donc 50-50. Et donc il y a quand même un vivier extrêmement important de femmes entrepreneurs, sauf qu'elles sont sous-financées. Et si on essaye de comprendre pourquoi, une des raisons, il y a plein de raisons évidemment, et il y a des problématiques à toutes les étapes de la vie d'une femme, mais le problème spécifique dans le VC, selon nous, et ce qu'on porte depuis un certain nombre d'années, c'est que finalement, il y a un certain nombre de biais des investisseurs qui fait que les femmes sont désavantagées. Si on prend le venture français par exemple, on a 89% des partenaires des fonds qui sont des hommes et 50% des fonds qui ont aucune femme partenaire. Donc déjà, tu as un problème de féminisation des équipes qui est quasi inexistante. Et à partir du moment où il n'y a pas énormément de femmes investisseurs, on remarque que le deal flow et les investissements sont aussi moins féminisés. Est-ce que c'est le manque de diversité chez les VC qui fait qu'ils n'investissent pas de façon diverse et variée dans des startups?
ou est-ce qu'il y a un syndrome de l'imposteur, une difficulté de pitcher, de se rendre, de mettre en avant ces projets? Quel est l'ensemble de tes constats? En fait, il y a une espèce de... J'ai jamais vraiment compris parce que c'est des choses qui reviennent énormément, où effectivement, à chaque fois, on parle du manque d'ambition des femmes. Là, par exemple, ce que tu dis, le fait de savoir moins présenter un projet, je pense que c'est absolument pas vrai. C'est pas le cas. C'est pas le cas. On le voit tous les jours, notamment chez Sista, où on accompagne des femmes entrepreneurs, mais aussi chez Sistafun, où on reçoit énormément de dossiers qui sont exceptionnels. On a reçu l'année dernière 3000 dossiers de femmes entrepreneurs. Et donc, je pense que le problème n'est pas les femmes, et c'est évidemment plus facile de considérer que le problème est les femmes. Le problème, c'est l'ensemble de la société, le fait que il y a une absence de financement. Je pense qu'elles n'ont pas besoin d'aide et que c'est extrêmement condescendant de constamment être dans une logique où on se dit les femmes entrepreneurs, il faut les aider. Moi, je pense qu'elles n'ont pas besoin d'aide, elles ont besoin de financement. Et c'est ce qu'on essaye de faire. On leur donne un certain nombre de codes et d'outils pour lever des fonds. Et on essaye avec Sistafun de les financer au maximum. Sur Sista, par exemple, je pense que Marie en a parlé, mais on a donc des cohortes où on accompagne des femmes et on voit bien que quand on met les investisseurs en face des entrepreneuses, elles lèvent des fonds puisqu'on a levé plus de 340 millions sur les dernières années en mettant en relation des femmes entrepreneurs et des investisseurs. Et donc, en fait, nous, on est ce trait d'union-là et on remarque que quand on fait ce trait d'union, ça marche. Si vous voulez en savoir plus sur Sista Association, allez écouter l'épisode enregistré avec Marie. Ça a été diffusé il y a 2 semaines et je vous mets évidemment le lien direct vers cet épisode dans les notes de celui-ci, comme ça vous avez les deux. Après l'association, tu es passé au VC, tu as décidé de créer un fonds qui va investir dans des startups créées ou cofondées par des femmes. Peut-être pour éliminer la partie jargon du monde des startups, c'est quoi un VC, c'est quoi un fonds? Ça marche comment en général déjà? Ouais, bien sûr. Alors, dans l'écosystème donc des startups, tu as besoin d'un financement spécifique parce que c'est notamment des entreprises qui sont très jeunes, mais qui à un moment donné, pour celles qui marchent le mieux, vont accélérer et ont besoin d'un financement un peu particulier. Donc, c'est ce qu'on appelle le venture capital, le capital risque. Et donc, dans le capital risque, il y a la notion de risque. Et donc, ce qu'on fait, donc moi, ce que je faisais avant, c'est que j'étais entrepreneur et que j'avais des startups. Donc, en tant qu'entrepreneur, tu lèves des fonds auprès des VC. Donc, tu vas vendre ton projet à des investisseurs. Exactement. En disant, ben voilà, investissez, prenez des parts dans ma société en échange de fonds que toi, tu utilises pour payer des salaires, payer des investissements de recherche. Exactement, tu donnes une partie de ton capital en échange d'argent qui va te permettre de te développer. Et ça, tu le fais relativement tôt. Il y a différents stades de financement. Il y a le financement seed et ce qu'on appelle en amorçage. Donc, c'est vraiment au tout début. C'est le premier chèque. Ouais. Et c'est ce qu'on fait chez Sistafun. Ouais. Exactement. Et donc, c'est ce qu'on fait chez Sistafun. On fait le premier chèque. On est le premier investisseur institutionnel. Et après, t'as des séries A, des séries B, des séries C. Donc, t'as tout un système de financement, une chaîne de financement en fonction de où on est, l'attraction de ta société. Et donc, moi, j'ai été entrepreneur pendant longtemps. J'ai levé des fonds. Et en 2023, j'ai décidé de lancer un fonds d'investissement. Donc, ce qu'on fait, c'est que il y a différentes façons de lancer un fonds. Moi, je l'ai lancé en France. Et donc, quand tu lances un fonds en France, tu dois être agréé par l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Oui, parce que c'est une activité financière régulière. Tu vas jouer avec l'argent tu vas faire des paris avec l'argent d'investisseurs qui vont te confier leur argent. Tout à fait. Et donc, comme tu fais de la gestion d'argent pour autrui, tu as besoin d'un agrément. Et donc, c'est ce qu'on a eu. On a une société de gestion qui s'appelle Sunshine Capital. On a eu l'agrément en juillet dernier. Et on a lancé donc le premier fonds au sein de cette société de gestion, c'est Sistafun. Et donc, Sistafun est un véhicule financier qui prend des parts minoritaires dans des sociétés jeunes dans un certain nombre de domaines. Alors, j'ai 2 questions. La première, si on suit l'argent, d'où il vient? Qui investit ces millions? Oui, bonne question. En fait, quand tu lèves un fonds, donc tu lèves un fonds auprès de particuliers, de corporate,
institutionnel. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a d'abord levé des fonds auprès d'entrepreneurs européens qui ont très bien réussi et qui avaient envie de participer à cette aventure. Et donc, on a levé des fonds auprès des fondateurs de Miracle, de Conto, d'Innovafeed, de Shine, par exemple, des gens comme Nicolas Chartier de chez Ramis Auto. Donc, tous ces gens-là ont mis de l'argent dans Systafen, ce qui nous permet aujourd'hui d'investir. Après avoir eu cette première levée de fonds avec des particuliers entrepreneurs, on a levé des fonds auprès de corporate. Donc aujourd'hui, on a la FDJ, la Française des Jeux, qui a investi chez nous, BNP et L'Oréal. Et à côté de ça, on a la BPI et le FEI, le Fonds européen d'investissement, qui sont entrés. Et on a levé 70 millions d'euros donc pour ce premier véhicule. Et on est aujourd'hui le plus gros fonds avec un critère de genre au monde. Donc un critère de genre, ça veut dire... Alors justement, ça c'est la deuxième question. Maintenant que tu as bien expliqué d'où vient l'argent, comment tu choisis les startups que tu accompagnes? Quels sont les critères qui te font pencher sur leur berceau? Alors en fait, il y a pas mal de critères, mais en général, nous on investit sur des thématiques particulières. Donc typiquement, on va pas investir dans tout ce qui est consumer goods, on va investir plutôt en intelligence artificielle, en deep tech, en santé ou en sustainability. On a aujourd'hui investi dans 11 sociétés, on a 11 sociétés dans le portefeuille et on reçoit à peu près 3000 dossiers par an. Et donc ça, pour le coup, c'est assez intéressant parce que justement, parfois, les gens pensent qu'il n'y a pas assez de femmes entrepreneurs alors qu'il y en a énormément et on en est un peu la preuve. Et donc, sur ces 3000 dossiers, on va sélectionner une dizaine de sociétés dans lesquelles on va investir. Les critères, c'est souvent l'équipe, puisqu'on investit vraiment au tout début. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de comprendre si cette équipe, cette complémentarité d'équipe a la capacité d'aller changer un marché ou créer une innovation de rupture, par exemple. Donc, donc l'équipe est absolument clé quand on fait de l'amorçage. On investit plus sur des gens que sur des projets. Ouais. Et puis, ça arrive aussi que, par exemple, le projet sur lequel on a investi change. Et donc, les entrepreneurs font ce qu'on appelle un pivot, qui vont changer d'idée. Et donc là, pour le coup, on n'investit pas forcément sur une idée, mais sur des gens qui vont être capables d'aller au bout d'une réflexion et de lancer un projet qui fera sens et qui pourra grandir. Et d'amener un produit sur le marché, passer de cette idée à quelque chose qui est utilisable au moins MCP à un MVP, minimum lovable, MLP, pardon, minimal lovable product, c'est comme ça qu'on dit. Minimal viable product, ça dépend, mais c'est MVP, ouais. Moi, j'aime bien le lovable product, celui qu'on peut... C'est effectivement très romantique, c'est très joli. Non, mais celui qu'on peut aimer en tant qu'utilisateur. Voilà, je l'adopte. C'est sympa. Et je le prends. Et donc, dans certains domaines, tu l'as dit, mais également avec... Et c'est le cœur de Systafen, avec un minimum de pourcentage de participation féminine dans la start-up. Donc là, tu ne finances pas uniquement des start-up, uniquement gérées par des femmes, c'est ça que je veux dire. Oui, alors on a un critère qui est effectivement de 30%. L'idée, c'est de se dire que les équipes mixtes vont surperformer par rapport aux équipes qui sont 100% féminines ou 100% masculines. Et donc, nous, on considère que la diversité est un facteur de performance. Et donc, si on parle de diversité, on parle de diversité dans la cap table. Donc, la cap table, c'est ta table de capitalisation, donc c'est ta société. En général, quand tu commences, tu as 100% du capital ou 50-50 si vous êtes à deux. Petit à petit, tu vas avoir moins de capital parce que les investisseurs vont prendre du capital. Mais nous, en tout cas, il faut qu'il y ait au minimum 30% du capital qui appartienne à une ou des femmes. Ouais. Voilà. Parce que pour le coup, c'est ce qui nous permet d'investir dans des équipes où il y a soit 100% de femmes, soit des équipes gender balance, donc qui sont féminines et masculines. Comment vous faites la sélection de 3000 à 11? Tu as une équipe autour de toi pour évaluer le business, pour évaluer la technologie, pour évaluer les gens? C'est beaucoup au feeling. Comment on le sent? Ah non, pour le coup, c'est assez processé. Aujourd'hui, on est une équipe de 5 personnes chez Systafen. Et on a un système qui nous permet en fait de passer de 3000 à 300 à 50 et à 10. En général, c'est souvent, encore une fois, une attention assez particulière à l'équipe,
des due diligence sur le produit. Est-ce que le produit, pour le coup, tient la route? Est-ce que s'il tient pas encore la route, il a le potentiel un jour de fonctionner? On fait pas mal d'études de marché aussi, d'essayer de comprendre est-ce que ce marché-là en particulier est porteur et est-ce que cette équipe avec ce produit a sa place sur ce marché. On va avoir des critères de faisabilité technique. Voilà, on a un certain nombre, en fonction des dossiers, on a un certain nombre de critères qui fait que petit à petit, on va choisir ces 10 sociétés dans lesquelles on va investir. Et tu en réfères à tes investisseurs institutionnels également, ou ils te font entièrement confiance à toi et ton équipe sur les têtes les startups que vous allez financer? Alors, un fonds vraiment se doit d'être vraiment indépendant. Donc, pour le coup, okay. C'est un peu comme dans une société, c'est-à-dire que tu as le droit de conseiller, mais tu ne peux pas décider, parce que sinon, tu te retrouves dans une logique de gestion de fait. Donc ça, c'est plutôt ce qui nous permet tous de rester un peu dans notre couloir de nage, ce qui est très bien. Et donc moi, je n'ai pas le droit d'aller décider à la place de mes entrepreneurs, parce qu'ils savent évidemment mieux que moi quoi faire. Et mes investisseurs n'ont pas le droit de décider à ma place dans quoi j'ai envie d'investir, puisque l'idée, c'est qu'ils m'ont délégué un mandat et ils nous font confiance sur ce montant-là pour investir avec un certain nombre de critères. C'est-à-dire qu'on ne peut pas investir dans... typiquement une société qui est pas au stade qui est pas au stade d'amorçage, parce qu'on s'est engagé, on a un mandat pour investir uniquement en amorçage. Donc ça, par exemple, c'est une contrainte. Donc on a un certain nombre de contraintes, mais si on est dans ces contraintes, on a effectivement le droit d'investir dans les sociétés qui nous paraissent les plus prometteuses. On a aussi, pardon, j'ai oublié, mais on a aussi, on a beaucoup de contraintes, mais on a aussi, dans les contraintes, on a des contraintes géographiques aussi, puisqu'on a un fonds européen. Donc, on investit essentiellement, majoritairement en Europe, 80% en Europe. Et donc, politique, l'Union européenne. Oui, tout à fait. Et avec un gros prisme France, puisqu'on est un fonds français, qu'on croit à l'innovation française. Je suis content que tu dises que tu n'interviens pas directement dans l'opérationnel des startups, parce que ça me permet de faire la transition avec une fois que vous êtes au capital d'une société, quel est votre rôle en tant que VC early stage comme ça? C'est juste un siège au bord de direction, ou vous profitez aussi de cet environnement startup pour les faire rencontrer d'autres personnes, faire du réseautage, de la mise en relation, du conseil stratégique et autres? Bien sûr. L'idée, c'est qu'effectivement, à partir du moment où c'est vraiment le tout début, il y a énormément de choses à faire. Et donc, nous, notre vision, c'est vraiment de s'adapter en sur-mesure à chaque équipe, en fonction, évidemment, de sa maturité et de ses besoins. Et donc, il y a des équipes où, dès le début, on va être extrêmement présent. Ça peut être les accompagner sur le lancement, ça peut être leur trouver leurs premiers employés. On fait pas mal de recherches de talents pour nos boîtes. Ça peut être un peu plus tard sur les prochains tours de financement, puisqu'on est les premiers. On va assister sur la série A et sur la série B. On va aller chercher les investisseurs du prochain tour en faisant des mises en relation avec nos entrepreneurs. On va les aider sur des contrats stratégiques. On va les aider sur leur politique de sales, sur leur politique RH. Franchement, on est un peu une boîte à outils où, en fonction des besoins des entrepreneurs, soit on a la compétence en interne, soit on va la chercher. Je pense que la chance qu'on a chez Systafen, c'est que on a des investisseurs qui sont aussi des entrepreneurs et donc qui sont aussi là pour aider. Et donc, si typiquement on a une problématique de expansion aux US, on va pouvoir demander à nos investisseurs entrepreneurs d'aider les sociétés du portefeuille sur ces problématiques-là. Donc, on est un mixte entre, on est au service de nos entrepreneurs à tous les niveaux, et on a la chance d'avoir une communauté derrière qui fait que le phénomène est amplifié du fait qu'on a 50 entrepreneurs investisseurs qui aident aussi nos entrepreneurs sur des thématiques clés. C'est un cercle vertueux d'aide. Ça fait quelques années que tu fais ça, parce que tu le faisais avec tes fonds propres d'abord en tant que business angel, maintenant avec les fonds de quelqu'un d'autre ou des autres, comme tu as expliqué en tant que VC. C'est quoi les défis que tu vois avec toutes ces startups que tu accompagnes, au-delà du défi de genre dont tu as déjà parlé? Le défi, c'est d'arriver à être à la hauteur déjà des entrepreneurs qui nous confient une partie de leur capital. Comme j'étais entrepreneur et que je considère que c'est vraiment la catégorie qui crée le plus de valeur, et donc
Je pense qu'il faut arriver à les aider au mieux, ce qui est jamais évident parce qu'on est dans des univers extrêmement différents, extrêmement techniques, extrêmement concurrentiels. Il y a énormément d'argent sur le marché, contrairement à ce qu'on dit en ce moment, et donc il y a énormément de concurrence. Donc le challenge, c'est d'arriver à aider au mieux et accompagner ces sociétés-là pour être sûr qu'elles aient les trajectoires qu'elles méritent. Et après, il y a tellement et après, il y a des challenges, je pense, à tous les niveaux. De notre côté, d'arriver à placer correctement cet argent dans les bonnes équipes. Et plus tard, arriver à relever des véhicules parce qu'on est dans un environnement où il y a une vraie instabilité et où le venture est un peu, je sais pas comment dire, mais il est vu comme une classe d'actifs extrêmement risquée. Et même si on parle énormément de technologie, c'est de plus en plus dur de lever des fonds, en tout cas en Europe, sur le sujet. Et c'est quoi les... On reformule si tu veux. Non, c'est très clair, mais je voulais en venir aussi aux apprentissages, parce que quand il y a des challenges, plus de l'expérience, typiquement on en ressort un apprentissage, que ce que tu fais aujourd'hui différemment que ce que tu faisais par rapport il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. Ah, d'accord. Oui, pardon, cette question est plus... oui, comment je fais par rapport à être business angel, quelle est la différence entre être business angel et venture capital? VC il y a 3 ans et VC maintenant. Ou VC il y a 2 ans, quand tu as commencé, c'était il y a 2 ans. Ouais, alors entre VC il y a quelques années et aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas une énorme différence. Par contre, quand tu es business angel versus VC, je pense que c'est très différent. Quand tu es business angel, tu vas mettre des tickets entre 10 et 50 000 euros dans des sociétés en étant ultra minoritaire. En général, tu n'as pas de place au board et tu es là pour ce qu'on appelle de l'argent family and friends. Et donc, t'es là quand l'entrepreneur te demande, mais t'as pas de responsabilité et tu prends pas une grosse partie du capital. Quand tu fais du VC, tu prends entre 15 et 20% parfois du capital, donc t'as une grosse responsabilité vis-à-vis de l'entreprise et il faut faire en sorte que ça se passe bien. Donc, je pense que la responsabilité n'a rien à voir et le temps passé n'a rien à voir non plus. Avant, moi, quand j'étais business angel, je faisais à côté de mes entreprises et donc je donnais un coup de main quand on me demandait. Aujourd'hui, je suis à 100% sur le fond. Et donc, toutes mes journées sont consacrées à faire en sorte que les entreprises dans lesquelles on a investi marchent et faire en sorte de déployer ce fonds correctement. Donc, c'est une différence de perspective et de responsabilité, je pense. D'approche et de responsabilité. C'est quoi tes critères de succès? C'est que les startups dans lesquelles tu investis et le fonds investi double, quadruple, 10 fois plus grand très rapidement et puis les revendre, c'est ça le but. Enfin, c'est pas toi qui les revends, mais que les fondateurs décident de vendre à quelqu'un. Ouais. Bah oui, tout à fait. L'idée d'une société, c'est que plus elle croît, plus elle crée de la valeur, plus elle peut embaucher des gens. Et donc, à terme, l'idée, c'est effectivement qu'il y a un exit. Pour le coup, tu as différentes formes de trajectoires de société. Tu as des sociétés qui se créent pour être par exemple vendues ou passées à ses enfants. Tu as des sociétés qui se créent pour un jour entrer en bourse. C'est une autre trajectoire. Tu as des sociétés qui se créent pour effectivement créer un exit assez rapidement et c'est celle que nous on finance parce que pour le coup, il faut qu'on arrive à sortir de ces sociétés. Une fois qu'on a investi, récupérant la mise et plus. Voilà. Et donc l'idée, c'est évidemment de faire un multiple. Nous, on a la chance déjà d'avoir fait de très beaux multiples entre 2 tours. C'est-à-dire que par exemple, on investit dans une société au tout début, 2 ans après, si on investit dans la société au tout début sur une valorisation de 5 millions, si 2 ans après, elle a une valorisation de 50 millions, elle a fait un beau multiple. Et donc nous, on considère que ce multiple est un critère, est une forme de réussite puisqu'on rend évidemment l'argent à nos investisseurs avec une plus-value. Et c'est aussi pour ça qu'on le fait, pour arriver à créer et de la valeur et de l'emploi et de l'argent. J'ai une question tout à fait naïve.
comptablement, ça se passe comment? Parce que vous réalisez, enfin, c'est un investissement, donc vous le réalisez qu'à la sortie du capital, mais sur papier, c'est comme avoir des actions, enfin, c'est des actions. Sur papier, vous Ouais, avez bien fait sûr. x10, mais vous ne faites le x10 que Tout quand à vous fait. revendez ces actions. Donc ça Ouais, se passe ouais. comment en termes de reporting et de valorisation de votre fonds vous-même, etc. C'est exactement ce que tu décris. C'est à partir du moment où tu as acheté des actions 10 et qu'elles valent 100, tu as fait un multiple de 10 et donc tu rembourses tes investisseurs et après avoir remboursé tes investisseurs avec une plus-value, tu as le droit de toi toucher une plus-value. Euh, et donc ça se passe, enfin c'est beaucoup de juridique et de l'ingénierie financière, euh, mais euh, Mhm. mais ça arrive à la fin du fonds quand on liquide le fonds. Donc c'est plutôt plus tard, quand il y a plus de société dans le portefeuille, où pour le coup tu peux liquider ton fonds, mais ça arrive beaucoup plus Beaucoup tard. Là plus on est au tard. tout début, donc on parle Et, de. et avant ça, tu as un objectif, vous gérez, enfin vous participez, vous contribuez à 11 sociétés maintenant, vous avez un objectif de croissance aussi, d'en embarquer plus avec vous. Ouais, tout à fait. L'idée c'est d'en faire une dizaine par an. Donc on investit dans 10 sociétés chaque année à peu près, et on a des obligations vis-à-vis de nos investisseurs de reporting Mhm. pour à chaque fois être sûr que les sociétés vont bien et qu'elles croient et qu'elles ont suffisamment de cash pour voir venir. Notamment. Et outre l'aspect VC et funding de ce monde des startups, comment tu vois l'aspect genderless, le fait d'investir dans des startups qui sont cofondées ou fondées par des femmes? euh, Est-ce que tu essayes de faire bouger les lignes dans ce monde très biaisé de l'investissement aussi, par de la relation, par de la mise en avant, par la communication comme tu fais aujourd'hui? Ouais, bien sûr, on fait beaucoup de choses. Enfin, on a un avantage, je pense, c'est qu'on a deux façons de le faire. On le fait à travers Sistad, dans une logique non-profit où on aide l'écosystème à être plus diverse et on contribue à faire émerger une génération de leaders diversifiés. Mhm. Dans le sens où plus on accompagne des femmes, plus on les met en avant, plus ça crée un cercle vertueux. Et donc, le fait d'avoir déjà levé avec elles plus de 340 millions, c'est énorme, et ça veut bien dire que, encore une fois, quand elles sont accompagnées et qu'on met les bonnes personnes et les bonnes mises en relation, on arrive à faire des choses incroyables. Donc ça, c'est super. Et à côté de ça, avec Sistafund, on évangélise aussi, puisqu'on est le premier et le plus gros fonds en Europe qui fait ça. Et donc, on passe beaucoup de temps à en parler. On fait des podcasts, on fait pas mal d'interviews, on fait énormément d'événements. Les événements sont assez présents chez Sista pour permettre, encore une fois, de faire rencontrer des mondes qui se rencontrent peu. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai écrit un livre qui s'appelle L'entrepreneuriat, nouveau féminisme, où j'essaye aussi de raconter tout ça et de pousser les femmes à entreprendre, parce que je trouve que c'est la plus belle des aventures. Et vous allez trouver les références du bouquin de Tatiana dans les notes du podcast. Ben, merci Tatiana, je crois que c'est une super conclusion à cette conversation qu'on a eue. Merci d'avoir mis en avant à la fois le monde, et j'avais parfois des questions naïves, mais le monde que je connais pas, des VC et des startups, mais aussi de l'aspect genre, diversité, équité, inclusion dans le financement, qui est un biais dont on n'avait pas encore parlé dans ce podcast. On parle souvent des biais de carrière, d'avancement, postuler, progression, ou même à l'école, mais dans le financement des sociétés, ça m'était passé sous le radar, et donc merci d'avoir mis un Avec coup de plaisir. projecteur là-dessus, à toi et à Cécile d'AWS qui a aidé à la préparation Merci de Cécile. cet épisode. Merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Rendez-vous dans 2 jours déjà. Vendredi, j'ai pas mon planning sous les yeux, donc je peux pas vous dire de quoi on parlera, mais ce sera un autre épisode du podcast AWS en français, dispo dans toutes les bonnes applications de podcast. Mais d'ici vendredi, quoi que vous codiez, codez-le bien.